On s'intéresse dans cet exercice 3 aux transformations que va subir un gaz parfait. Donc ce gaz parfait est contenu dans un récipient à paroi diathermane et on va poser ici sur un piston mobile une masse grand M. On va poser cette masse de deux manières différentes. Cette masse elle peut être posée d'un seul coup, ce qui va générer donc une transformation brutale. Donc lors de cette transformation brutale, on va obtenir un premier état 1 qui va être dans un premier temps assimilé à un état d'équilibre. On va voir qu'en fait c'est un faux état d'équilibre, simplement parce que le système va continuer à évoluer vers le vrai état final d'équilibre. Et puis ensuite on va reprendre la même expérience, mais au lieu de poser cette masse d'un seul coup, et donc obtenir une transformation brutale, et bien on va poser cette masse petit à petit, un peu comme si on ajoutait des grains de sable sur le piston, et à ce moment-là, on aura une transformation infiniment lente, et on regardera un petit peu les différents états obtenus, et puis l'approche énergétique également. On vous demandait dans la première question de justifier que la transformation est adiabatique. Alors ça peut paraître un peu surprenant dans un premier temps, puisque les parois sont diathermanes, et donc dans le cours, quand on a introduit ce qualificatif, on a dit que les parois diathermanes permettaient les échanges d'énergie sous forme de chaleur entre le système et le milieu extérieur. À ceci près ici que l'on va poser donc sur notre piston mobile une masse qui est très importante, et donc le piston va rejoindre l'état 1 d'équilibre très rapidement. Et donc si on rejoint cet état 1 d'équilibre très rapidement, en fait, les échanges d'énergie sous forme de chaleur ne vont pas avoir le temps de se faire avec le milieu extérieur. Donc en fait, lorsqu'on s'intéresse à une transformation adiabatique, on peut voir cette transformation adiabatique de deux manières différentes. Donc soit une transformation pour laquelle le système va être isolé thermiquement du milieu extérieur par l'intermédiaire de parois athermales, de parois calorifugées. Donc ça c'est la manière dont on a fait dans le cours. Soit ici vous en avez une deuxième vision. Donc si la transformation est très rapide, donc on la qualifie de brutale, à ce moment-là les échanges d'énergie n'ont pas le temps de se faire entre le système et le milieu extérieur, entre l'état initial et l'état final. Donc ça on en reparlera également dans le chapitre qui suit sur le second principe. Bon. Compte tenu du fait que la transformation est adiabatique, on va avoir a priori donc la pression, le volume, la température du système qui vont changer. Donc du point de vue de la température dans l'état final, pour l'instant on ne peut pas dire grand chose. On vous demandait ensuite de déterminer la pression en fait du système, à savoir du gaz parfait dans cet état final. Donc pour cela on va changer de système, on va raisonner sur le piston et on va traduire l'équilibre mécanique du piston dans l'état final, sachant qu'il est soumis à trois forces. Les forces de pression en fait du gaz et de l'atmosphère, respectivement donc P1S et moins P0S porté par le vecteur Z. Et puis ensuite il y a également ici le poids lié à la masse qu'on va poser donc sur le piston, ce qui nous donne la pression ici P1, P0 plus cette pression supplémentaire ici mg sur S. On vous demandait dans la question petit 3 de vous intéresser à l'aspect énergétique de cette transformation. Donc là, compte tenu du fait que la transformation elle est adiabatique, le point de départ c'est de dire que le terme de transfert thermique il est nul. Donc déjà on sait que le terme de transfert thermique Q est égal à 0. On peut évaluer également le terme de travail soit par application du premier principe en fin de compte, puisque la variation d'énergie interne c'est égal au travail. Donc la variation d'énergie interne c'est la capacité thermique à volume constant CV ici fois le delta T. Donc ça c'est une réponse satisfaisante pour avoir accès à la variation d'énergie interne et au travail des forces de pression. Vu la suite des questions, c'était utile également de le calculer directement en fait le travail par l'intégrale de moins P extérieur fois dV, parce que ça va nous permettre de déterminer complètement les variables d'état associées à
notre système. Donc ici on a certes delta U qui est égal au travail des forces de pression, mais on peut également calculer le travail ici de ces forces de pression directement, en remarquant que la transformation elle est certes diabatique, mais elle est en plus monobarre en fait, puisque la pression extérieure à notre système, ici ce terme P0 plus mg sur S, donc la force par unité de surface exercée en fin de compte par le piston sur notre gaz parfait, et bien cette pression extérieure elle est constante, donc on a bien une transformation monobarre. Et donc le travail qui mène de l'état initial à l'état final d'équilibre 1, et bien donc est facile à exprimer, puisque le terme de pression étant constant, ici on peut le sortir de l'intégrale, et donc le travail c'est rien d'autre que moins P extérieur, facteur de V1 moins V0, le delta V qui est ici. Donc là, vous remarquez que ça nous donne bien une deuxième expression ici, que l'on va exploiter ensuite pour finir de déterminer complètement en fait les variables d'état du système. C'est ce qu'on vous demandait de faire dans cette question 4. Donc là, il suffit en fin de compte d'utiliser l'expression qu'on vient d'établir et également donc l'équation d'état du gaz parfait puisqu'on a PV égale nRT. Et donc là, ça nous permet d'avoir une équation à une inconnue T1 puisque la pression P1 on l'a déterminée juste avant. Donc le volume, j'ai pas donné ici l'expression, mais à partir du moment où on connaît la pression P1 et la température T1, ce volume se déduit directement par l'équation d'état du gaz parfait. Alors cet état d'équilibre 1, on vous a indiqué que, en fin de compte, c'est pas un vrai état d'équilibre. Il est obtenu très rapidement lorsqu'on va poser la masse grand M par une transformation brutale. C'est ce qui nous a permis donc de faire ce bilan énergétique et puis de déterminer la pression, le volume et la température à cet état particulier. Toujours est-il que le système, il va continuer à évoluer très lentement. Donc ça, c'est simplement lié, en fait, au fait que les parois du récipient sont diathermanes, et donc des échanges d'énergie sous forme de chaleur en particulier vont pouvoir donc s'établir entre l'intérieur du dispositif, entre notre gaz et puis l'extérieur. Donc si on attend suffisamment longtemps, on va atteindre un nouvel état d'équilibre que l'on va appeler 2 du fait de ces échanges d'énergie possibles par l'intermédiaire des parois en fait de notre récipient. Mais voyez bien en fait que on n'a pas quand même du tout le même ordre de grandeur en termes de constante de temps, puisque l'état d'équilibre 1, il va être quasi instantané quand on va poser la grosse masse sur le piston. On va atteindre très rapidement l'état 1, puis ensuite par contre si on laisse le système évoluer très lentement, on va tendre vers cet état final d'équilibre qui est noté 2. Donc là, ce que l'on vous demandait dans la question 6, c'était de déterminer les variables d'état lorsqu'on sera dans cet état final. Donc le point de départ, c'est de traduire en fait l'équilibre thermique du système, vu que les parois sont diathermanes. Lorsqu'on sera dans l'état final, la température en fait de notre gaz parfait sera égale à la température du milieu extérieur, à savoir T2 égale T0. L'équilibre mécanique du piston, que l'on peut traduire exactement de la même manière que tout à l'heure, nous permet d'aboutir en fin de compte à la même conclusion. Donc au cours de la transformation qui mène de 1 à 2, on aura ici la pression P1 ici, qui sera égale à la pression P2, puisque l'équilibre mécanique du piston, en fin de compte, est traduit par l'égalité de forces identiques à ce qu'on avait dans la question précédente. Le volume V2, lui, par contre, va se déduire encore une fois de l'équation d'état du gaz parfait. Mais remarquez bien ici que, certes, on a la pression P2 qui est égale à la pression P1, par contre, la température T2 est différente de la température T1, et par voie de conséquence, le volume V2 sera lui aussi différent du volume V1. D'où l'idée ensuite, dans la question qui suit, de refaire une mise en équation pour avoir accès à un bilan énergétique ici. Pour le calcul du travail des forces de pression, en fin de compte, c'est exactement le même type de calcul que précédemment, puisque cette transformation qui va mener de l'état 1 à l'état 2,
ça va être encore une fois une transformation que l'on peut qualifier de monobar, puisque la pression extérieure au système, la force par unité de surface qui est exercée par le piston sur le gaz, et bien cette pression extérieure est constante. Donc le travail qui mène de 1 à 2, c'est moins P extérieur fois delta V, autrement dit V2 moins V1. La variation d'énergie interne, quant à elle, eh bien donc s'obtient grâce à la première loi de Joule, donc c'est un gaz parfait, donc on a toujours delta U égale CV delta T, donc le delta T correspondant à la différence de température T2 moins T1. Le terme de transfert thermique, lui, c'est un peu toujours le même type de calcul, on ne peut y avoir accès uniquement que par application du premier principe. Donc vu qu'on connaît la variation d'énergie interne et le terme de travail, on peut avoir accès au terme de transfert thermique. Bien, ce qu'on vous demandait également, eh bien donc c'était de déterminer donc le travail total et le terme de transfert thermique total au cours de cette double transformation, autrement dit de la transformation qui mène de l'état initial I jusqu'à l'état final qui est noté 2. Donc le travail comme le terme de transfert thermique sont des grandeurs additives, donc il suffit de sommer ici eh bien, les termes de travail et de transfert thermique pour chacune des deux transformations pour obtenir le travail total d'une part et le terme de transfert thermique également. On peut faire un petit commentaire sur le résultat que l'on a trouvé. On remarque que si on fait la somme donc du travail total et du transfert thermique total, on trouve 0 en fait. Ce qui revient à dire que la variation d'énergie interne elle est nulle, puisque le premier principe nous dit que la variation d'énergie interne totale sera égale, donc dans cette formulation usuelle du premier principe, au travail total, ici au terme de transfert thermique total en fait. Bon, si la variation d'énergie interne est nulle, compte tenu du fait qu'on a un gaz parfait, eh bien ça signifie simplement que cette variation d'énergie interne est caractérisée par une variation de température nulle, ce qui est bien en accord avec ce que l'on a trouvé, à savoir à l'état initial, le gaz est à la température T0, et à l'état final, on a aussi le gaz qui est à la température T0, donc le résultat qu'on trouve, en fin de compte, il est assez logique. Pour finir l'exercice, eh bien donc on vous demandait de reprendre en gros la démarche précédente, mais l'expérience malgré tout, ici elle va être un tout petit peu différente maintenant. Donc tout à l'heure on avait mis donc une grosse masse sur le piston, on avait dit le piston va se déplacer très rapidement, on a une transformation brutale qui mène jusqu'à eh bien donc un état donc d'équilibre intermédiaire, et puis ensuite le système va évoluer lentement jusqu'à l'état final d'équilibre 2. Bon, ici l'idée ça va être de poser donc pour ces questions 8 à 10 la même masse, grand M, mais pas de la même manière. Au lieu de poser la masse d'un seul coup, on va la poser par des petits ajouts successifs de manière à ce que la transformation elle soit infiniment lente. On peut donner aussi le qualificatif de quasi-statique, on ne fera pas la différence à notre niveau. Et donc ici, à partir du moment où on fait ça, et qu'on laisse eh bien donc le temps aux échanges thermiques de se faire, eh bien à chaque instant on aura un état d'équilibre thermodynamique interne pour lequel la température, la pression et le volume du système seront définis. Et comme en particulier, eh bien on a laissé le temps aux échanges thermiques de se faire entre l'intérieur et l'extérieur tout au long de la transformation, on aura ici la température de notre système qui sera constante, et donc on retrouve en fin de compte le modèle de la transformation isotherme que l'on avait donné dans le cours. Bien. Dans la question petit 9, on vous demandait donc de déterminer donc les variables d'état. Donc pour la pression, c'est un peu toujours la même chose. Dans l'état final d'équilibre, eh bien le piston il ne bougera plus. Donc en refaisant une mise en équation mécanique, on trouve une pression P2 une nouvelle fois qui est égale à P0 plus mg sur S. La température finale, c'est T0 pour les raisons qu'on évoquait précédemment. Et donc le volume final peut s'obtenir facilement en utilisant eh bien donc l'équation d'état du gaz parfait.